Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Comme tous les jours, petite revue du marché et des actualités que j'ai trouvées intéressantes. Aujourd'hui, on est dans le rouge. On a de nouveaux acteurs, vous le voyez ici. euh, Pulse Chain et ici Pulse X. Je trouverai le temps de faire une vidéo sur ces projets-là qui sont arrivés dans le top 100 dans les prochains jours. Il faut que je me renseigne un peu, je ne sais pas ce qu'ils font. Bref, globalement, une petite baisse, évidemment initiée par le Bitcoin ici, qui est redescendu à 26 007. Donc rien d'alarmant, hein, on attend sur les 25 000 depuis longtemps, c'est connu. On a du coup certaines cryptos qui nous intéressent, notamment Litecoin, qui sont en train de rebaisser. Peut-être des opportunités à venir du coup dans les prochaines heures, les prochains jours. Pour le moment, pas de stress, au contraire. On nous dit ici, du coup, conséquence hein, de cette baisse, James Stratton qui nous montre un graphique d'accumulation du Bitcoin. Donc on a en bas la courbe du graphique, vous l'avez depuis août, donc août 2022. Et ici, en fait, une charte colorée, donc je vous fais la traduction rapide. À gauche ici, les valeurs, ce sont les tailles des ordres, donc c'est en nombre de Bitcoin, hein, d'accord? C'est cohort by Bitcoin. Donc là, c'est les achats de plus de 10 Bitcoin, et là de moins de 1. Et les couleurs correspondent du coup au volume. Donc rouge 0, donc rouge c'est clairement on n'achète pas, et bleu foncé on achète. Et ensuite, bah voilà, vous regardez les couleurs. Et donc si on se met tout à fait sur la droite, on voit que globalement le marché est plutôt dans le rouge, donc c'est-à-dire on n'achète pas hein, depuis en fait le mois de mai, voilà, il y a peu d'activité. C'est cohérent hein, si on regarde les volumes au niveau de Bitcoin, vous voyez c'est pas beaucoup, 12 milliards, et c'était même moins les jours précédents, donc assez cohérent, effectivement plutôt à l'arrêt. Mais en bleu, enfin en haut déjà les plus 10K, on voit qu'il y a du bleu foncé ici, donc il commence à vraiment réacheter, donc il y a de l'achat au niveau des plus gros portefeuilles, hein, c'est ce qu'il était en train de nous dire dans le tweet, avant une période plutôt calme. On voit que là, toute la première partie de mai a été assez calme, beaucoup plus clair au niveau de la couleur pour les whales, donc rachat de Bitcoin sur du coup l'espèce de petit dip, ou en tout cas petite baisse qu'on est en train de voir au niveau de notre cher BTC, intéressant à mon avis. On continue aussi avec rapidement l'indicateur d'Alcon Season, on le surveille assez régulièrement. On était à 4, on est remonté à presque 10, il me semble, ou à 8 dans la journée de lundi, pour au final baisser, hein, parce que vous le voyez ici, dès que Bitcoin baisse un peu, eh bien le reste du marché baisse également, c'est ce qu'on voit sur la map, et donc ça montre sa force vis-à-vis du reste du marché. Et comme on le sait, quand il baisse un petit peu, les autres baissent plus, c'est bien ça, la dominance du Bitcoin qu'on observe actuellement. Donc c'est cohérent. On va continuer ici avec d'autres informations. On part rapidement sur une petite info sur les US. Ça, c'est une information qui est quand même pas négligeable. Donc de Adam Kochran qui nous dit euh, le taux fixe pour les prêts hypothécaires à 30 ans aux US, c'est 7%. Je ne sais pas si vous voyez, 7%, c'est quand même considérable et c'est un taux fixe. Hein. Donc pour le renégocier, pour le faire baisser, il faut renégocier avec la banque au cas où les taux baisseraient. Donc c'est énorme, 7%. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est considérable. Donc information assez lourde et assez importante et potentiellement impactante pour les marchés dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'un point de vue retour à la réalité. À garder quand même en tête hein, ce genre d'informations, parce que les taux à 7%, c'est quand même des trucs qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps. Maintenant, on va aller sur des news diverses et variées. On va parler un petit peu de Binance. Donc, vous le savez, il y a eu différents scandales. Là, c'est un article du coup de Cryptos qui nous dit que entre les années 2020 et 2021, selon un rapport de Reuters, et c'est ça qui va être intéressant, on ira voir après, on peut du coup supposer, en tout cas selon ce rapport, que Binance aurait mélangé des adresses de comptes entre des comptes de dépôt clients et des comptes de l'entreprise. Donc c'est globalement ce qui est dit dans l'article. Binance, bien évidemment, réfute ces informations. Ça bégaye un peu, c'est pas très très clair. L'article va pas nous apprendre beaucoup plus de choses. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est ce qu'on va avoir ici. Donc on nous dit quand même que la CFTC accuse Binance de faux audits et de délit d'initié. Donc il fallait quand même l'avoir en tête, c'est quand même super important. Et autre point, il y a du coup le lien vers l'article de Reuters qui est du coup ici. On va pas tout décrypter ensemble parce que vous allez voir, c'est quand même assez long, mais vous pouvez le trouver vous-même. Et il y a notamment en fait des graphiques qui sont intéressants.
celui-ci par exemple. Alors je ne sais pas s'il est vraiment 100% fidèle au fonctionnement de Binance, mais vraisemblablement, si vous êtes dans les cryptos, vous passez par Binance à un moment ou à un autre, parce que c'est le plus gros échangeur, parce que c'est quand même le plus safe et le plus connu, avec en plus quand même des grosses capacités en termes de tokens proposés. Donc prenez peut-être le temps de lire un peu l'article, de vous informer sur comment ça fonctionne, quels sont les flux, vous le voyez ici, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre d'étapes, ça passe par on voit ici différentes banques, différentes entités, avant d'arriver jusqu'à Binance.com ici, au niveau de son stablecoin. Donc peut-être renseignez-vous, éventuellement je ferai peut-être, quand moi j'aurai bien analysé le tout, une vidéo spécifique expliquant ça, je sais pas, je verrai, je suis pas sûr que ça intéresse tant de monde que ça, mais ceux d'entre vous qui se posent des questions ou qui ont envie d'être bien au fait de comment ça se passe, c'est pas déconnant de lire cet article-là. Je ne sais pas s'il est 100% fidèle, mais en tout cas, il y a des informations qu'on trouve pas forcément partout. Donc vous avez ça, vous avez aussi, par exemple, les liens ici de CZ, du coup, en rapport à certaines des holdings et autres entreprises. Encore une fois, alors, je ne sais pas si c'est extrêmement fidèle à la réalité ou pas, mais ça reste des informations qu'on n'avait pas forcément facilement et qui sont intéressantes. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à cet article du coup de Reuters qui est sorti a priori le 23, donc hier. On continue ici avec du coup la régulation française. On a parlé hier de OKX qui voulait s'implanter en France et faire de la France un peu son hub européen. Mais ici on va parler de Sorare du coup. Donc Sorare, licorne française, hein. Vous connaissez sûrement les NFT, les cartes de joueurs de foot. Et du coup, le tout est basé quand même sur un système blockchain avec le suivi et la tech qui correspond. Et en fait, ce qu'on apprend ici, c'est que Sorare en fait donc a pas été complètement catégorisé. On ne sait pas si ça fait partie des jeux de hasard ou pas. Donc eux disent non, mais l'ANJ, donc l'organisme de régulation, est pas forcément certain là-dessus. Et donc en attendant, pour pouvoir continuer à faire ces événements, ils proposent un cadre spécifique, temporaire, qui correspondrait aux attentes de la NJ pour pouvoir permettre aux différents joueurs de continuer à utiliser leurs services et à faire de la compétition. Le truc, c'est que du coup, ce que je comprends de l'article, la compétition se réaliserait sans carte blockchain. Donc ça veut dire qu'en fait, on exclut, c'est ce que je comprends, la partie blockchain de ces compétitions. Ce qui, en fait, ne fait plus de Sorare un jeu Web3 dans ce cadre-là. Alors tout à la fin de l'article, ils sont contents, ils nous disent voilà, c'est une solution, c'est excellent. Voyez ici, hein, on estime qu'il s'agit d'une excellente nouvelle pour Sorare et pour les offres de divertissement du Web3. Mais moi, ce que je comprends de l'article, dites-moi si je me trompe, c'est qu'en fait, on a essentiellement retiré, mis entre guillemets, la partie blockchain. Donc, retirer la partie Web3 au final. Parce que si c'est plus blockchain, enfin, si c'est plus basé sur une blockchain, c'est-à-dire que on n'a plus de tracking de ce qui se passe, on n'est pas franchement certain au niveau de la décentralisation. Euh, En fait, c'est plus vraiment du Web3. Enfin, c'est un peu ma réflexion vis-à-vis de l'article. N'hésitez pas à jeter un œil, à me donner votre avis, parce que je connais pas extrêmement bien les fonctionnements de Sorare et des mécaniques derrière, mais ça me paraît un peu curieux. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un gros pas en avant, en tout cas, de ma compréhension des choses à l'heure actuelle. Peut-être que ça évoluera dans le temps. On continue ici avec Ethereum. Vous le savez, il y a eu la mise à jour Shanghai il y a quelques temps. On était assez inquiets, on pensait que globalement, euh, ceux qui ont stacké depuis longtemps pourraient et seraient tentés de retirer leurs fonds. Ça a été un peu le cas, mais au final, c'est pas ça qui transparaît le plus. La réalité, c'est que ça a surtout donné confiance à un certain nombre de potentiels dépositaires et on est sur 7 milliards et demi de dollars déposés dans le stacking depuis la mise à jour. Donc c'est quand même très très positif, c'est vachement bien. Ethereum du coup qui continue d'attirer donc globalement de bonnes informations. On a ici les withdrawals, donc les retraits, vous le voyez, c'est globalement en baisse. Donc écoutez, très bien, on va pas s'en plaindre, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. On nous dit du coup, vague massive de dépôts, l'élan se poursuit malgré les retraits. Il ne faut pas oublier qu'on est en bear market, qu'il n'y a pas tant de monde que ça sur les marchés. On l'a vu, les volumes sont plutôt faibles. Mais du coup, ceux qui hold des tokens Ethereum vont du coup les stacker. Et donc c'est une bonne nouvelle globalement, il me semble, pour les cryptos en général. Petite news un peu fun, mais qui soulève une question intéressante, qui est celle de la valorisation et du partage du patrimoine crypto lors des mariages. Donc là, l'idée sous-jacente, en fait, le contexte, c'est qu'il y a une femme en Amérique qui était mariée avec
quelqu'un un peu tech qui connaissait un peu les cryptos, qui avait investi dans du Bitcoin, qui avait accumulé apparemment 12 BTC. En tout cas, c'est ce qui a été retrouvé. Elle n'avait pas l'info, mais elle suspectait en fait qu'il y ait des anomalies parce que, a priori, le gars gagnait 3 millions de dollars par an et il déclarait beaucoup moins. Et elle trouvait que le patrimoine présenté était assez faible. Alors on nous dit qu'il avait 12 BTC, ce qui fait 500 000 dollars. À mon avis, il y a plus, hein, parce que si le gars gagne 3 millions de dollars, ils sont mariés depuis 10 ans, donc même s'il dépense allez, 2 millions par an, ce qui paraît invraisemblable, il a réussi à mettre à peu près du coup 1 million par an de côté. Vous imaginez bien que même avec des taxes de l'ordre de 30 à 50%, le mec peut mettre beaucoup plus que 500 000 dollars sur la table pour acheter du BTC. Donc vraisemblablement, elle n'a pas dû trouver tout son patrimoine. Mais peu importe, la question en fait intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe en cas du coup de divorce si vous avez du BTC ou votre conjoint a du BTC et qu'il est découvert, entre guillemets, qu'il est déclaré. Parce que s'il n'est pas déclaré, il faut le découvrir. Ce qu'a fait cette personne, elle a engagé du coup un spécialiste, un enquêteur spécialisé pour traquer du coup les comptes de son mari et du coup découvrir ses BTC. Comme je vous le dis, vraisemblablement il y en a plus. Mais du coup, là l'article ne répond pas à la question. Par contre, BFM a traité la même chose et nous a dit qu'en tout cas à New York, donc le conjoint devrait recevoir 50% des biens accumulés pendant le mariage. Donc si le monsieur a acheté ses bitcoins durant les 10 dernières années de mariage, ça semble assez vraisemblable, hein, vu que bitcoin n'a pas beaucoup plus que 10 ans, donc vraisemblablement il les a acquis là, eh bien sa femme doit effectivement recevoir 50%, qui peuvent être d'ailleurs, sachez-le, déterminés de deux façons, soit la valeur du bien numérique à un instant donné, donc on récupère la moitié de cette valeur en monnaie traditionnelle, c'est-à-dire qu'il lui verserait, là en l'état actuel, 250 000 dollars et non pas des bitcoins, soit en optant pour la valeur des avoirs en crypto, c'est-à-dire qu'elle pourrait recevoir du coup 6 bitcoins. Les deux sont possibles, mais sachez que par exemple dans l'état de New York, du coup, cette personne, la femme, qui a découvert le patrimoine crypto de son mari, va en recevoir la moitié dans le cadre de son mariage. Donc soyez informés de ça, c'est quand même pas négligeable comme information. C'est vrai qu'on y pense très peu, mais écoutez, ça existe quand même. C'est des situations qui sont pertinentes, donc c'est bien d'être renseigné. On va continuer du coup rapidement ici avec une information de monsieur Christophe Barrault, qui est un macroéconomiste assez célèbre, et qui nous dit: la Fed a mis en place un outil de tracking du sentiment de marché grâce à Twitter. Donc on a ici un petit peu des chartes de ce à quoi ça ressemble. Euh, c'est pas incroyablement beau et honnêtement je trouve que le sentiment est vachement flat entre 2011 et 2023. Donc je sais pas si leur outil est bien au point ou si les charts sont précises ou pas. Mais en tout cas, on a un article ici de Bloomberg, hein, donc extrêmement sérieux, qui met en avant cette information. Donc c'est basé sur 4,4 millions de tweets, et j'espère que c'est mis à jour au quotidien, parce que sinon ça n'a aucun sens. Ça c'est le premier point. La deuxième information intéressante, c'est qu'en fait vous avez le entre guillemets white paper, c'est-à-dire vous avez le document de recherche qui explique ce qu'ils ont fait, pourquoi, comment, avec quelle méthodologie. Donc si vous voulez vraiment bien comprendre, il faut avoir quand même quelques notions d'économétrie. Donc vous avez ici quand même des éléments qu'il faut être capable de décrypter dans les tables, notamment pour comprendre un peu ce qui a été fait. Donc c'est pas extrêmement dur, mais il faut avoir quelques bases en économétrie ou au moins en stats appliquées pour comprendre ça. Mais si c'est dans vos compétences, n'hésitez pas à faire un tour dessus. Je pense que c'est pertinent. Personnellement, j'ai pas eu le temps de tout lire encore. Mais vraisemblablement, c'est intéressant déjà de savoir que la Fed a mis ça en place. C'est intéressant de voir comment ils l'ont fait, vu qu'on a un peu de transparence ici sur l'outil. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à ça aussi. Je pense que ça peut faire partie des choses intéressantes à savoir. Et enfin, on va regarder 2-3 graphiques. On va commencer par ici, Bitcoin. Vous voyez, journée dans le rouge. Bon, pour le moment, rien à dire, hein. On l'attend au moins à 25 000, comme tout le monde. Sinon, la hausse, graphiquement, si on enlève les dessins, bah, c'est pas très très beau, hein. Moi, je sais pas, on pourrait voir une épaule, tête, épaule un peu moche ici, une potentielle baisse à venir. C'est pas très clair, ça pourrait être aussi un bull flag. Franchement, en l'état actuel des choses et en vue des daily, je trouve pas ça hyper propre, mais on va dire, peu importe, c'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. On va juste suivre sa tendance qui pour le moment est de toute façon assez molle. On a CRV qui passe au niveau des 84, bon, on l'a eu plus bas, donc on va pas en parler pour le moment. Ce qu'on va regarder, c'est les deux tokens habituels, à savoir Cake. Donc on a bien fait de pas en acheter, hein. On a été un peu gourmand, on a été un peu greedy. Je vous ai dit, ouais, je suis pas encore très chaud d'acheter du Cake malgré la baisse.
On a eu raison, c'était bien un bear flag manifestement. Donc il y a qui est à 1,70, c'est clairement les plus bas depuis très 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 longtemps, hein. La dernière fois, il fallait voir dans cette hausse-là au 25 janvier 2021. Et vous voyez, ça s'est fait en l'espace d'une semaine. Donc on n'a pas vraiment d'historique, on n'a pas vraiment d'arrêt. Peut-être qu'on va aller jusque-là à 1,38, ce serait cohérent. Donc pour le moment, je le laisse tomber. Mais je surveille de très près. Envie d'en acheter, évidemment. Et le deuxième, ça va être Wojak. On continue à regarder Wojak, ce qu'il nous fait. Pour le moment en baisse, j'ai pas envie d'en acheter, juste je surveille. 1,17 ça commence, enfin 0,17 pardon, ça commence à être un cours pas mauvais. On va attendre que ça aille encore plus bas, mais il y a peut-être quelque chose à faire, à suivre en tout cas. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à la prochaine.